SEO en B2C, pour les retailers, pour la grande distrib, pour les pure players, et on ne parle pas assez du SEO en B2B, et on l'associe souvent à tort à du SEO pour des sites vitrines. Donc moi, je suis dans le digital marketing depuis 12 ans. J'ai évolué dans de petites, moyennes et grandes entreprises, donc en France et à l'étranger. Et puis je m'occupe depuis donc 2 ans du SEO chez Dassault Systèmes. Donc ça va concerner un ensemble de sites, puisqu'on a énormément de sites dans l'écosystème digital de Dassault Systèmes. Donc Dassault Systèmes, qu'est-ce que c'est? On est une entreprise d'édition de logiciels, des logiciels de conception, de simulation, d'analyse et d'intelligence. On commercialise une plateforme business qui est la 3D Experience Platform et qui a pour vocation d'adresser tous les métiers dans une organisation, dans une entreprise. Ça va des achats à la vente, ça peut être de l'ingénierie. Donc on adresse 12 industries dans 140 pays et on propose vraiment un environnement, une plateforme business qui va permettre finalement de travailler en collaboration dans un objectif qui est d'améliorer la vie des gens. Donc aujourd'hui, lorsqu'on fait vraiment le SEO en B2B, on doit vraiment essayer de comprendre quelles sont les différences et les différences avec le B2C et quelles sont les particularités du coup du B2B. Alors comme vous le voyez derrière moi, le B2B comme le B2C, eh ben, il y a un funnel de conversion. Ce funnel de conversion est toujours le même. Vous allez devoir travailler la notoriété en amont pour pouvoir finalement faire entrer le user dans le funnel de conversion, pour pouvoir engager avec lui à travers tous les contenus que vous allez lui distribuer sur votre site. Et puis arrive la phase finale qui est la phase de conversion. Alors quand c'est du B2C, évidemment c'est de l'achat, donc je sors ma carte bancaire, j'ai de l'espèce, j'achète quelque chose. Quand c'est du B2B, eh ben, c'est de la génération de leads qu'on fait en SEO. Et puis du coup, on parle beaucoup du funnel de conversion en B2C et en B2B, mais imaginez si je veux acheter une chaussure par exemple, eh ben, c'est très simple, je vais chercher des informations sur Google, je vais aller sur Google Shopping, je vais aller sur Google Images pour ma part, et puis assez rapidement, je ne vais pas appeler mon banquier pour qu'il me débloque un budget, je ne vais pas appeler un ami pour lui demander si vraiment cette chaussure va me convenir ou pas. Donc je vais assez rapidement prendre la décision d'acheter ma chaussure. Et ben, en B2B, les choses sont différentes. On croit assez souvent que le funnel de conversion, il est linéaire. Je travaille la notoriété, j'engage avec l'audience, je la convertis et puis après je la fidélise. Et bien la réalité des faits, elle est pas du tout, ça se passe pas du tout de cette manière. Imaginez, je suis dans une entreprise, j'ai identifié un besoin chez moi, un besoin métier, et qui ne me concerne pas uniquement, parce que autrement, ça va concerner un certain nombre de collaborateurs dans le même service ou dans une entreprise. Et ben, je dois faire l'expression de mon besoin, je dois aller débloquer le budget, je dois faire face à des codes de budget, je dois impliquer les achats, je dois lancer un appel d'offres. Tout à l'heure, dans la chaussure, je ne fais pas un appel d'offres entre Adidas, Nike et New Balance et je me dis, allez, c'est bon, j'achète la chaussure. Non, en B2B, en revanche, faire un appel d'offres, sélectionner les fournisseurs, s'assurer qu'on est vraiment aligné au sein de l'entreprise et puis à la suite de tout ce processus-là, je choisis l'entreprise, je choisis la solution qui va me convenir. Donc, c'est compliqué, c'est long. Donc, le processus de décision est beaucoup plus long, beaucoup plus complexe en B2B qu'en B2C. Et du coup, ça change absolument l'approche qu'on pourrait avoir en SEO lorsqu'on est SEO manager ou chef de projet au sein d'une entreprise B2B. Et donc, ce qui change au final, depuis la nuit des temps, on sait qu'en B2B, le cycle de décision est de 12 et de 18 mois pour la plupart des produits B2B. Mais ce qui change, c'est qu'il y a eu 3 changements majeurs. D'abord, 68% de la population B2B qui va effectuer l'achat, on se rend compte qu'ils vont effectuer la recherche d'informations sur Internet. Donc 70% de personnes qui sont impliquées dans le processus d'achat vont commencer par rechercher, par taper une requête sur Google pour pouvoir atterrir sur le site. On se rend compte aussi que ces personnes-là, qui font ces recherches-là, sont des millennials. Donc les millennials, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme, c'est la génération Y. Ce sont des personnes qui ont entre 22 et 36 ou 37 ans, je ne sais plus, et qui vont avoir du coup tendance à avoir des particularités comportementales. Ils vont être très critiques, ils vont lire beaucoup de blogs, beaucoup d'articles avant de prendre la décision et d'avoir toute l'information et de synthétiser cette information-là. Et ils vont surtout être très sensibles à leur network personnel et à leur network professionnel. Et puis on se rend compte aussi que avant, il y a 2 ans, on avait 5,4
personnes qui étaient impliquées dans le processus d'achat et de décision, sauf que maintenant c'est passé à 6,8. Alors ne me demandez pas les 0,4 et les 0,8, ça c'est la magie de la statistique, mais en tout cas le fait est qu'aujourd'hui voilà, on est 7 personnes impliquées avant de pouvoir acheter une solution, un produit ou un service. Et alors quand c'est un produit ou un service qui est intangible comme le software, ça devient très compliqué. Et du coup, là, les questions qu'on peut se poser, c'est qu'en utilisant le SEO, comment je fais pour finalement convertir vite, bien et mieux. J'avais un collègue qui me disait toujours, moi je veux faire, le client veut faire vite, 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 moi je veux faire mieux, 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 mieux. Et bien en fait, le SEO, il peut faire vite, mieux et plus. Et ça commence au final par la conversion. Qu'est-ce que la conversion? Pour nous aligner tous en B2B, qu'est-ce que c'est que la conversion? La conversion, j'ai un user lambda qui a tapé une requête sur Google qui est arrivée sur mon site. Mon objectif, moi, en tant que SEO, en tant que responsable SEO, c'est que je puisse avoir qu'il émet un signal d'intérêt par rapport à ma solution ou mon produit. Pour qu'il puisse émettre ce signal d'intérêt par rapport à ma solution et mon produit, il faudrait que je puisse lui proposer un certain nombre, ce qu'on appelle les assets. C'est-à-dire qu'il faut que je puisse lui proposer de télécharger un document, de soumettre un formulaire, de contacter le sales, de demander une démo, de demander un devis. Et pour ça, il va falloir que je lui serve un contenu qui est gaté, dans lequel je vais avoir un certain nombre d'informations, il va remplir le formulaire. Donc c'est ça les conversions, c'est ça le lead. Parce que le lead, au final, à la différence du client, le lead ou le prospect, c'est un client qui est potentiel. C'est un client qui a émis un signe d'intérêt et qui va du coup me permettre à moi de pouvoir le faire avancer dans le funnel de conversion pour que je puisse générer du lead. Donc ce qui veut dire que driver du trafic sur le site, c'est important, oui, mais générer des conversions, c'est encore mieux. Et du coup, moi, je fais bien, au final, mon boulot de SEO et je ramène beaucoup de trafic. Vraiment beaucoup. Et du coup, je peux aussi me dire, c'est très bien, moi j'ai ramené du trafic, tout se passe bien, je peux voir mon GA, tout se passe bien. Eh ben non. Eh ben, en fait, moi, mon objectif, c'est plutôt de générer des leads. Et donc, j'ai ramené un volume de trafic qui arrive sur mes formulaires. Je me rends compte qu'avec le premier formulaire, celui qui est à ma droite, je me rends compte qu'avec ce formulaire, en une étape, je me rends compte que j'ai ramené 10 leads à un coût qui est de 300 € par lead. Et donc, je peux aussi me dire, c'est génial, j'ai ramené 10 leads, ils coûtent 300 €, sauf que moi, j'ai un KPI. Il ne faudrait pas que je dépense plus que ça pour ramener un lead. Donc, je vois avec les UX et les UI, il y a une différence entre UX et UI. UX, c'est vraiment l'expérience utilisateur. UI, c'est de l'interfacing. Si je change la couleur de mon bouton, c'est l'UI. Si je change la disposition de mon formulaire dans le funnel de conversion, et à ce moment-là, je parle du UX. Et donc, je fais un test avec les UX et je leur dis, voilà, on va le passer à 2 étapes. Il faut être vraiment tordu pour passer d'un formulaire en une étape à un formulaire en 12 étapes. Mais je vais expliquer l'idée derrière tout ça. Donc, je leur dis ça, je leur vends ça, on passe à un formulaire 2 étapes. Donc, le formulaire 2 étapes, il commence à ramener 30 leads à un coût de 100 € par lead. Ce qui veut dire que c'est une opération gagnante, voire même magique. Mais alors, vous allez me dire, pourquoi tu as voulu passer à un formulaire une étape? Parce que c'est étrange. Et en fait, quand on passe à un formulaire une étape, on a 2 étapes, pardon, on a un certain nombre d'informations qu'on collecte du user. Et au moment où il va passer à la 2e étape, on va lui servir un contenu. Ce contenu-là, qui est gratuit, parce qu'il n'a pas encore enseigné, il n'a pas soumis le formulaire, ce contenu-là qui est gratuit, va nous permettre, nous, de jauger l'intérêt qu'il a pour notre solution, pour notre produit. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On l'active avec l'emailing, on part au service emailing, on leur dit « nurturez ce contact ». Il a cliqué sur la vidéo avant même de soumettre le formulaire. Et là, l'activation va prendre le relais et va essayer de transformer, du coup, ce lead et de l'envoyer au sales, puisqu'on va nurturer, c'est ce qu'on appelle les nurturing programmes, pour le faire avancer dans le funnel de conversion. Et puis, pour convertir vite, il faut des CTA. Et moi, je suis étonnée le nombre de fois où je tombe sur des sites B2B qui n'ont pas de CTA. Ils me servent un contenu, je lis le contenu, à aucun moment on me demande de faire une action. Et si vous voulez, ça s'appelle faire, je sais pas, faire du bénévolat. Parce qu'au final, il ne faut pas oublier que derrière, on doit driver du business et on doit driver du revenu. Mais les CTA, si vous voulez, il y a ceux qui vont mettre des CTA un peu partout. Il y en a ceux qui vont, évidemment, il y a des considérations UX, UI. Et puis, il y en a certains qui vont dire, voilà, moi, j'essaie vraiment de me mettre dans la peau du user. Il arrive sur ma page, j'essaie de lui montrer qu'il y a un CTA où il peut contacter un sales. Il y a un CTA où il peut voir les solutions sans pour autant remplir le formulaire. Parce que si, à chaque fois qu'il arrive sur mon site et que je lui sers au final un contenu
qu'il arrive sur mon site à travers Google, hein, et qu'il arrive sur mon site et que je lui sers du contenu qui est tout le temps gaieté, il faut absolument qu'il remplisse ce formulaire pour que je puisse lui servir ce contenu-là, bah ça ne s'appelle pas un site web, ça s'appelle un piège. Donc, CTA, oui, mais CTA avec parcimonie, CTA intelligent, CTA qui va permettre d'améliorer vraiment l'expérience utilisateur. Je l'ai vu tout à l'heure dans la conférence d'en face avec Paul et Mathieu qui disaient oui, l'UX peut pénaliser un site web en termes SEO. Vous allez beau vouloir faire le meilleur travail en termes SEO, si l'UX ne vous suit pas, eh ben, c'est mort. Et puis, avec le SEO, on peut convertir donc vite, mieux et plus. Et pour ça, on va parler aujourd'hui de 4 piliers. On ne va pas pouvoir parler de tout parce qu'il y a énormément de choses à dire dans une entreprise B2B. On va d'abord parler des fondations ou de la base technique qui est hyper importante. On va parler de l'univers sémantique, se connaître soi-même. Donc, connais-toi toi-même, dit la maxime. Et puis, connaître la compétition, c'est hyper important de connaître la compétition pour pouvoir, au fur et à mesure que l'année passe, rectifier le tir, améliorer les objectifs, améliorer les résultats pour pouvoir arriver en fin d'année à des objectifs. Parce qu'on ne fait pas ça, on n'est pas bénévole au sein d'une entreprise B2B. Et donc, la dernière partie, c'est le SEO et SEA en synergie. Alors moi, j'aime pas trop le mot synergie, parce que synergie, ça veut dire qu'il y a une fusion entre le SEO et le SEA. Moi, je préfère en tandem. Tout au long de l'année, on lance des campagnes, et je préfère d'ailleurs qu'on dise une campagne SEO. On lance une campagne SEO en tandem avec une campagne SEA pour des raisons diverses que je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc, lorsqu'on attaque la base technique, généralement, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans une entreprise B2B, vous avez plusieurs sites. Généralement, vous avez au moins un site et un blog. Dans notre cas, on a énormément de sites. Notre Galaxy compte peut-être à peu près 1000 sites. Donc, vous avez énormément de sites. Et donc, vous avez des sites existants, ceux qui tournent, ce qu'on appelle le run, et vous avez des sites qui sont de nouveaux sites, et ça s'appelle du build. Et donc, vous avez fait un audit, vous avez une agence qui vous accompagne, qui a fait un audit, qui a identifié que vous avez 1000 points bloquants techniques. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous lancez dans la résolution et l'implémentation de ces points ou vous posez un moment? Vous avez du run et vous avez du build. Vous savez que dans un an, vous allez avoir un nouveau site. Et vous avez un site qui est en train d'évoluer, qui est en run. Donc vous décidez que pour le run, vous vous posez, vous avez les 1000 points bloquants qui ont été identifiés, vous vous dites, eh ben, ces 1000 points bloquants, il va falloir que je les priorise. Et je les priorise comment? Est-ce que je suis capable de donner 100% de mon effort en implémentation, d'allouer des ressources de développement qui ne sont pas là que pour le SEO et pour les beaux yeux du SEO, parce qu'ils sont là aussi pour construire des features, ils sont là pour construire de nouvelles plateformes, de nouvelles frameworks, des infras, etc., etc. Donc, est-ce que je les mobilise tous pour résoudre un problème ou comment je fais pour prioriser? C'est tout l'enjeu, finalement, du SEO en B2B. C'est-à-dire que vous devez prendre en considération les ressources qui vous sont allouées pour pouvoir réaliser vos implémentations. Et la règle des 20-80 fonctionne super bien. Vous décidez de faire des implémentations techniques à 20% pour pouvoir avoir 80% des résultats. Lorsque vous faites, en revanche, du nouveau site, bah, vous êtes de bonne volonté, vous avez envie que tout se passe bien et vous avez envie de montrer que tout est génial. Et donc là, vous mettez 100% d'efforts en termes d'implémentation technique versus 100% de résultats parce que vous avez envie que tous vos sites soient SEO friendly. Et là, vous avez deux approches. Vous avez la méthode agile pour pouvoir le faire, implémenter techniquement, et vous avez également la méthode traditionnelle, le cycle en V. Moi, je ne suis pas l'ayatollah de l'agile, donc j'estime que voilà, le SEO peut s'adapter vraiment à l'agile et peut aussi s'adapter également au cycle traditionnel qui est le cycle en V. La seule différence, c'est que quand vous travaillez en agile, vous avez identifié que vous avez un souci bloquant technique que vous devez résoudre, et bien à ce moment-là, vous allez avoir un formalisme. Donc, il y a les user stories que vous devez écrire, il y a une backlog que vous avez, il y a un certain nombre de sprints, il y a des itérations que vous devez faire avec les devs. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement quand je lance mon produit, qu'on appelle le MVP, donc c'est le produit minimum viable, dedans je vais mettre à peu près toutes les tasks SEO qui sont pour moi prioritaires parce qu'il y a un ROI derrière et qu'elles sont importantes. Et donc je vais les mettre dans la première backlog qui va passer. Ensuite, je vais itérer, je vais QA, je vais tester. Quand on est dans un cycle en V, la seule différence, c'est qu'au début même du produit, au début même de la conception de ce produit-là, vous êtes obligé de tout faire passer. Vous êtes obligé de faire des spécifications techniques avec un cahier des charges que vous allez passer au dev et après, vous allez suivre l'implémentation. Et évidemment, tout ceci, vous devez mesurer le ROI de tous ceci et toutes les ressources qui vont être allouées au nouveau projet.
Et donc au final, vous êtes finalement dans une espèce de boucle qui est toujours la même en technique, hein, vraiment toujours. Vous allez faire un audit technique, vous allez éventuellement analyser la compétition et voir ce qu'ils font techniquement parlant si vous avez envie, et puis vous allez faire une stratégie. Derrière cette stratégie, vous allez mettre du ROI. Moi, je vais vous raconter une anecdote sur ça. On a eu un souci sur les hreflang parce qu'on sert plusieurs langues. Et puis, il s'est trouvé que quand j'ai lancé le dev sur les hreflang, les devs sont revenus vers moi en me disant, le lead dev est revenu vers moi en me disant, voilà, ça va demander 40 jours de dev. Est-ce que tu veux le faire, Naïd, sachant que dans un an, on est en train de lancer un autre site? Ben, si vous voulez, moi j'ai envie de le faire, il n'y a aucun problème. Seulement derrière, j'ai mon boss et je dois lui dire si ces 40 jours de dev étaient vraiment nécessaire, est-ce que ça m'a ramené surtout des conversions? Parce qu'à la fin, lui, ce qu'il me demande, c'est de me dire, est-ce que tu m'as ramené des leads, Naïd? Je ne vais pas pouvoir lui dire, j'ai implémenté les hreflang. De toute façon, je ne suis même pas sûre qu'ils comprennent ce que c'est que les hreflang. Dans tous les cas, quand on fait une stratégie, on va faire du project management au sein d'une entreprise B2B. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir un planning des actions, on va faire du follow-up, du suivi de tous les deliveries, on va faire du dashboarding, on va faire du reporting. Par la suite, on va prioriser, on va voir le nombre de jours de dev que ça me demande versus le résultat que ça va me générer, comme ce que je vous disais. Et évidemment, chaque action de dev est héroïste. Et puis après, je vais passer dans la phase d'implémentation et de test et je vais finir par un post-mortem. Comme j'ai beaucoup de sites et que je dois maximiser mes efforts, et ben je vais me dire, cette action-là que j'ai faite m'a ramené 12% en plus du chiffre d'affaires. Du chiffre d'affaires, j'entends des leads générés ou pas. Et ainsi de suite, et j'itère. Et pendant tout ce cycle-là, vous êtes en train de traîner les gens, les développeurs, pour leur expliquer qu'est-ce qu'il va falloir que vous fassiez, pourquoi. Vous êtes vraiment dans une démarche d'évangélisation permanente. On va parler d'univers sémantique. Lorsqu'on évolue dans une organisation matricielle comme celle dans laquelle j'évolue, on adresse plusieurs industries, on a également plusieurs produits, plusieurs services, on fait des acquisitions de boîtes chaque année qu'on intègre dans notre écosystème digital et puis surtout on sert également plusieurs langues. Mais comment on fait en fait? Comment on priorise tout ça? Comment on fait une étude de mots-clés? D'abord, il y a une question qui m'est posée assez souvent qui est je veux créer, Naïd, une page sur mon site. Est-ce que tu peux me faire une étude de mots-clés? Non, ça s'appelle pas une étude de mots-clés, ça s'appelle une petite recherche de mots-clés. L'étude de mots-clés, c'est quand vraiment je prends le temps de me dire, je vais me lancer dans une étude de mots-clés, qu'est-ce que je veux faire? Si je travaille l'awareness, alors je vais aller sur des sites communautaires dans lesquels on parle de ma solution, dans lesquels on parle de mon produit, et je vais essayer d'augmenter c'est pas péjoratif, ce poulailler de users en leur servant du contenu long train. Lorsque je fais en revanche de la génération de leads, et bien à ce moment-là, je suis obligée de m'intéresser à des requêtes concurrentielles. Et donc avant de faire l'étude de mots-clés, je dois me dire, est-ce que j'ai la capacité de créer du contenu? Est-ce que j'ai la capacité d'optimiser ce contenu? Est-ce que j'ai la capacité de pouvoir, et ça c'est un sujet d'ailleurs qu'on n'en parle pas beaucoup, le dernier point, c'est est-ce que j'ai la capacité de contribuer dans le CMS? Est-ce que mon CMS me permet vraiment de faire tout ceci? Parce que c'est ça l'étude de mots-clés, c'est pas l'étude qu'on garde dans son tiroir pendant 6 mois, pendant 1 an et où on se dit ah ben c'est génial, j'ai un super fichier Excel, c'est magnifique. Non, pour moi l'étude de mots-clés doit être vraiment appréhendée dans notre environnement matriciel, quand vous avez plusieurs produits, étape par étape. Je me connais moi-même petit à petit. Je m'intéresse à mes produits qui me génèrent le plus de business. Je m'intéresse aussi aux objectifs business dans la boîte dans laquelle j'évolue. J'essaie de faire une étude de mots-clés, j'essaie de créer le contenu, c'est pas toujours simple. Et puis après, j'essaie d'optimiser l'existant. Qu'est-ce qui m'empêche de reprendre tous les assets qui fonctionnent super bien et les pages qui me génèrent du trafic et de la conversion et de retravailler le contenu en fonction des requêtes qui me sont pour moi, qui sont essentielles. Donc, étude de mots-clés, oui, mais pareil, il faut la faire de manière intelligente. Alors, on sait tous, je pense que vous savez tous qu'on fait une étude de mots-clés, on évalue notre univers sémantique, on évalue l'univers sémantique de la concurrence et on évalue toutes les trends qu'il y a derrière sur le marché. Lorsqu'on est dans une entreprise comme la mienne, nous créons des tendances. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une étude de mots-clés classique. On ne se dit pas, eh ben, cette tendance-là, elle n'existe, il y a une tendance, nous, on crée la tendance. On crée du contenu sur des thématiques, et on l'a vu plusieurs fois, où en réalité, la thématique n'est pas du tout recherchée, pas du tout. On crée la tendance, on fait des backlinks à travers les RP,
un peu moins chez les SEO, mais plutôt à travers les RP. Et puis là, on voit que la courbe des tendances commence à augmenter, qu'il commence à y avoir des recherches. Et on constate même que des concurrents se positionnent sur ces tendances que nous avons créées. Donc, l'étude de mots-clés doit vraiment être là pour servir à la fois les enjeux business et aussi servir les tendances qu'on veut pousser. Troisième point plutôt, la compétition. Et là, pareil, plusieurs fois, on peut se dire, je vais aller analyser la compétition, c'est génial. Et on ressort finalement un PPT, un joli PPT là encore, qui va rester dans les tiroirs. La compétition, c'est pareil. Soit j'ai la capacité et les ressources de pouvoir la suivre, soit je n'ai pas la capacité de pouvoir la suivre. Dans ce cas-là, je me concentre sur moi-même. Donc, je dois me poser 3 questions. À quoi ça va me servir l'analyse de la compétition? Est-ce que les keywords que je vais utiliser, ça sera pour une campagne SEO, pour une campagne paid? Et le 3e point, c'est qui sont mes compétiteurs? Parce que quand on utilise un certain nombre d'outils SEO, on voit que les compétiteurs, ils sont divers et variés. Des fois, c'est Wikipédia, des fois, c'est Google, des fois, c'est un blog. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les compétiteurs en termes business. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils font quelque chose? S'ils la font, soit je les suis, soit je les double et les hijack en paid. Et donc là, vous pouvez utiliser, là vous avez des outils qui sont premium, mais vous avez également la possibilité d'utiliser des outils qui sont free. En tout cas, moi je suis vieux jeu et il n'y a rien pour moi de plus important qu'un bon vieux Excel. Parce que la data, oui, le SEO, c'est de la data. Simplement, la data, c'est aussi une perception qu'on se fait. Un outil peut vous donner une perception qui est fausse. 2 outils, ça commence à devenir un petit peu plus vrai. Et la meilleure perception que vous pouvez avoir, c'est vraiment la vie que vous faites à travers les fichiers et les files que vous stockez sur Excel ou sur un autre outil. Je vais parler du SEO et du SEA parce que c'est vraiment une idée nouvelle que j'ai eue. Qui est en fait, je me suis posé la question, je me suis dit voilà, je ne peux pas toujours créer du contenu, comment je fais? Comment je fais pour vraiment pouvoir pousser des thématiques qui sont importantes pour moi? Et bien en fait, tout l'enjeu, c'est de se dire, est-ce que je dois être tactique ou est-ce que je dois être stratégique? La tactique, ça veut dire quoi? La tactique, ça veut dire qu'il faut assez rapidement que j'agisse. Parce que je vois que la concurrence, je vois à travers l'étude de mots-clés, à travers l'analyse de la compétition, que la concurrence sont en train de se positionner sur des requêtes et des fois des requêtes brandées, qui sont les requêtes de Dassault Systèmes. Donc je suis obligée d'agir en paid. Parce que autrement, c'est un manque à gagner en termes business. Et lorsque, à contrario, je suis en train d'optimiser des pages en SEO et que je détermine des requêtes concurrentielles sur lesquelles je suis sûre que c'est intéressant, je les ai optimisées en SEO, rien ne m'empêche de les utiliser également en SEA. Pourquoi? Parce que au final, j'ai un temps donné, j'ai un produit sur un temps donné, une campagne donnée, et je vais maximiser tous mes efforts. Et je vais d'ailleurs faire encore mieux que ça. Je vais utiliser tous les autres sites que j'ai dans la galaxie, et je le fais assez souvent, où je demande à des sites qui sont considérés communautaires ou blogs, d'écrire des articles sur une thématique en particulier, parce que de cette manière-là, quand je tape 3D4 software sur Google, j'ai tous mes sites qui sont là, sur la première page. Alors certains vont me dire, oui, mais ils vont se cannibaliser entre eux. Bon, ça n'est jamais arrivé qu'un mange l'autre. Hein. Franchement, je préfère les avoir tous devant moi sur la première page, que plutôt me dire, oui, mais SolidWorks, lui, va cannibaliser Dassault Systèmes, et je ne me pose pas ces questions-là. Moi, je les veux en première page, donc je vais essayer d'alerter tout le monde, d'envoyer un mail général, écrivez sur cette thématique si vous pouvez, que ce soit sur le blog, que ce soit sur le blog institutionnel, que ce soit sur les sites qui sont communautaires, que ce soit sur le site Corp, ou que ce soit sur des sous-domaines. Et puis, si je veux être en long terme sur une thématique, parce que c'est intéressant pour moi quand même d'être en long terme, là, à ce moment-là, je sais qu'il va falloir que je travaille en SEO. Il va falloir vraiment que je crée du contenu sur cette thématique-là. Donc, tout l'enjeu, c'est de se dire comment je fais pour être tactique assez rapidement, réagir, parce que des fois, la concurrence nous pique des mots en paid, et c'est tout à fait de bonne guerre. Et donc, il faut assez rapidement lancer des campagnes paid. OK. Donc c'est ce que je disais, c'est toute la question, j'ai de l'argent, j'ai des ressources, j'ai du temps, en fait tout ceci c'est de l'argent. Hein. De toute façon, les ressources c'est de l'argent. Soit vous avez des ressources pour créer du contenu, vous n'en avez pas, il faut lancer du paid, vous n'avez pas du paid, et il va falloir avoir une stratégie plus long-termiste, et donc là vous êtes plutôt stratégique. Je vais finir avec ce slide, et puis après, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Quand on fait du SEO en B2B, en tout cas, je pense en France et même à l'étranger, eh ben, sachez que vous avez un métier transverse. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous ayez une connaissance vraiment assez profonde du marketing digital. Parce qu'au jour le jour, vous allez avoir des interlocuteurs qui sont divers. Vous allez avoir des interlocuteurs qui sont techniques, des PO, des développeurs, des UX, UI, etc. Vous allez avoir des interlocuteurs médias, ceux qui gèrent les campagnes médias, que ce soit sur Google Ads, sur LinkedIn, sur Facebook ou autre. Et vous allez avoir également des parties prenantes qui ne sont ni techniques ni contenues, qui sont là, qui ont une casquette business, qui doivent voilà, gérer une industrie et qui se demandent comment faire pour écrire le contenu. Et vous allez avoir l'équipe du coup de contenu, parce que vous n'êtes pas nécessairement dans l'équipe contenu. Et c'est tant mieux d'ailleurs. Cet aspect-là transverse, moi j'insiste beaucoup là-dessus, c'est hyper important. Parce que si on vous dit vous allez être dans l'équipe contenu, vous n'allez pas avoir d'emprise sur la partie technique. Si on vous dit que vous êtes dans la technique, vous n'allez pas avoir d'emprise sur le contenu, et ainsi de suite. Le fait que vous soyez transverse, comme l'analytics, comme la localisation, la traduction, fait que vous allez avoir plein d'intervenants qui vont devenir eux-mêmes la voix du SEO au sein du marketing digital. Moi, je suis dans le marketing digital chez Dassault Systèmes.